Depuis des siècles, la guerre est une affaire d'État, une fonction réservée aux gouvernants et confiée à des soldats, dont c'est en principe le métier. En réalité, un nombre croissant de conflits se règle discrètement sous l'action de nouvelles entreprises privées, de véritables multinationales de la guerre qui sont aujourd'hui présentes sur quasiment toutes les zones de tension de la planète. Parfait symbole de la privatisation de la guerre et de la sûreté des populations et des biens, les SMP, pour sociétés militaires et paramilitaires privées, se sont considérablement développées ces 20 dernières années. Mais de telles missions, normalement sous la responsabilité intégrale des États, peuvent-elles sérieusement être considérées comme des services et faire l'objet d'une mise sur le marché ? Qui sont ces mercenaires modernes et comment agissent-ils ? Qui sont leurs clients et pourquoi font-ils appel à leurs services ? Enfin, est-ce que ça rapporte, ou autrement dit, est-il judicieux d'investir sur le marché de la sécurité ? Nous nous sommes penchés sur ce juteux business, mais juste avant de vous expliquer tout ça, si vous voulez soutenir notre chaîne pour toujours plus d'actualités, d'analyses et de comparatifs, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez désormais aussi nous rejoindre sur Telegram pour plus de conseils et d'opportunités d'investissement. Rendez-vous en description pour le lien et bienvenue sur Money Radar. Constellis, Wagner, Executive Outcomes, ces noms ne vous disent probablement rien et c'est calculé. Toutes ces sociétés font partie de ce que l'on nomme les mercenaires du XXIe siècle, les SMP, pour sociétés militaires et paramilitaires privées. Elles n'aiment pas attirer l'attention. En réalité, ces sociétés n'ont rien de militaire, mais elles évoluent sur un domaine qui est normalement réservé aux forces de sûreté de l'État, la sécurité nationale et la protection du territoire et des populations. En France, leur dénomination officielle est Entreprise de services de sécurité et de défense, ou ESSD. La plupart d'entre elles ont été fondées par des professionnels et des retraités des services de sécurité, des armées, de la marine ou encore des secours d'urgence. Du personnel expérimenté qui recrute et forme des contractors, déployés ensuite dans le monde entier, soit en appui des forces armées dans le cas d'un conflit, soit en appui logistique ou administratif en temps de paix. Les SMP exercent de nombreuses activités tout en lien avec la guerre, le conflit, la gestion des crises, la cybersécurité et la mise en sûreté des populations. Elles vendent leurs conseils, leurs services de formation, leur appui logistique et leur expertise dans la gestion de flottes de véhicules de guerre partout dans le monde. Cela va de la simple assistance commerciale à l'étranger jusqu'à l'envoi de forces armées entraînées en plein cœur des théâtres d'opérations militaires. Et parfois même jusqu'en première ligne, comme les hommes de Blackwater en Irak ou en Afghanistan. Car en temps normal, leurs activités doivent se limiter à assurer la sécurité, la formation, la logistique, le renseignement ou à prêter conseil et assistance tactique. Pourtant, on retrouve de plus en plus souvent des contractors à des postes qui ne devraient normalement être réservés qu'à l'armée régulière. C'est ce qui les place dans le collimateur des instances dirigeantes mondiales qui voient d'un très mauvais œil les activités de ces mercenaires modernes, fréquemment impliqués dans des scandales, des débordements violents et des affaires louches dont voici quelques exemples. 1. Executive Outcomes. Cet homme, qui n'a rien d'un Sylvester Stallone ou d'un Bruce Willis, c'est Simon Mann. Mann est un ancien membre des forces spéciales britanniques, le fameux SAS. C'est aussi un mercenaire notoire basé en Afrique du Sud. Au début des années 90, il fonde Executive Outcomes, la première multinationale privée paramilitaire et cotée en bourse. Dès le début, elle engrange des millions de dollars de bénéfices en protégeant les installations pétrolières concédées par l'Angola à des sociétés d'exploitation étrangères. Elle intervient également de nombreuses fois en Angola et en Sierra Leone. En 1998, l'Afrique du Sud vote une loi contre les activités de mercenariat dans le pays et Simon Mann, devenu millionnaire, se met au vert. À peine 6 ans plus tard, en 2004, il se retrouve propulsé bien malgré lui sur le devant de la scène. On l'accuse d'avoir participé à un putsch en Guinée équatoriale. Selon les autorités équato-guinéennes, il aurait fourni aux opposants du président Obiang 66 hommes armés et préparés pour investir la résidence présidentielle, avec pour objectif de renverser le pouvoir. Mann a d'abord été emprisonné au Zimbabwe avant d'être extradé vers la Guinée équatoriale et ne sera libéré qu'en 2009. L'affaire a fait du bruit car elle a fait prendre conscience de l'importance stratégique des activités des ESSD. Cette fois, ce fut un échec, mais une société militaire ou paramilitaire privée aurait-elle vraiment le pouvoir de renverser un gouvernement ? Voici un deuxième exemple qui lui aussi a fait couler beaucoup d'encre. 2. Blackwater.
Blackwater est un autre géant de la sécurité mondiale créé en 1997 par un personnage controversé, Erik Prince, un ancien membre des Navy SEALs, le corps d'élite de la marine américaine. C'est une sorte de Merryweather Securities, un exemple qui devrait parler aux amateurs de jeux vidéo. On retrouve sa présence partout dans le monde à travers les innombrables filiales de la maison mère Constellis. L'une d'entre elles, nommée Academy, s'est tristement illustrée en Irak dès 2001. 2 de ces mercenaires ont été reconnus coupables d'un incident qui a fait 1 mort et 2 blessés. En 2007, toujours en Irak, 4 de ses employés en mission circulent dans un véhicule blindé au centre de la capitale, Bagdad. Ils ouvrent soudain le feu et jettent des grenades par la fenêtre du véhicule alors que les rues sont très fréquentées. 17 personnes, des civils, hommes, femmes et enfants, trouveront la mort dans ce tragique événement qualifié d'assassinat par les autorités irakiennes. 24 autres en ressortent blessés et des centaines sont traumatisés. 14 décès sont directement imputés aux hommes de Blackwater, reconnus coupables et condamnés à des peines de prison allant de 12 ans à la perpétuité, tandis que la société est expulsée d'Irak. Mais c'est vite oublié les relations spéciales qui lient Erik Prince au Parti républicain américain et en particulier au gouvernement Trump. Et c'est ainsi que l'ancien président a gracié les 4 mercenaires en décembre dernier, non sans provoquer l'indignation mondiale et causant un véritable affront à la justice selon l'ONU. Au même moment, l'opinion publique découvre que Blackwater est impliqué dans plus de 195 fusillades, dont 163 que ses propres employés auraient provoquées en seulement 2 ans. La société est accusée de comportements contraires à la stratégie de l'armée, qui est de pacifier une zone et de ne pas respecter les droits fondamentaux de l'être humain. En mars 2020, une dizaine de ces mercenaires équipés tentent d'aborder sur les côtes du Venezuela. Ils sont rapidement appréhendés par l'armée régulière qui annonce avoir réussi à empêcher un coup d'État. Seuls 2 d'entre eux survivront. En février 2021, Blackwater viole purement et simplement l'embargo qui frappe la Libye en vendant des armes au gouvernement malgré l'interdiction édictée par l'ONU. Et pourtant, bien qu'aujourd'hui Blackwater ait changé plusieurs fois de nom et de propriétaire, et en dépit des excès et débordements de ses chiens de guerre, elle est toujours là et bien là. Constellis emploie aujourd'hui 22 000 salariés dans ses nombreuses filiales et assure toujours officiellement des prestations de sécurité, de transport aérien et maritime, d'entretien de 19 000 véhicules de terrain, de formation et de conseil en stratégie en toute tranquillité. Elle a même obtenu le label Military Friendly Employer en 2021. Autrement dit, employeur ami des militaires qui s'engagent pour les soldats et leurs proches. Pour leur pays ou pour le respect de la vie, c'est une autre histoire. Mais tout n'est pas si sombre. Tout d'abord parce que des efforts de régulation sont régulièrement fournis par les autorités pour essayer de calmer le jeu sur le terrain. À l'image du code de conduite de l'ISOA, l'Association internationale pour les opérations de stabilité, qui rappelle quels sont les bons comportements à adopter et les règles à respecter. Les signataires, dont la holding luxembourgeoise EHC par exemple, s'engagent à bannir les pratiques qui ne respectent pas les conventions internationales, comme la torture ou l'utilisation d'armes chimiques ou atomiques. En France, le mercenariat est clairement défini et interdit depuis la loi du 14 avril 2003. Est désigné comme mercenaire tout combattant étranger au conflit et qui prend part aux hostilités pour en retirer un avantage personnel, généralement une rémunération. L'activité est donc illégale et passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, 100 000 pour les recruteurs. En 2018, 17 pays, dont la France, la Chine et les États-Unis, se sont regroupés autour de la Suisse pour ratifier le document de Montreux qui tente de définir un cadre spécifique aux entreprises de sécurité privée. Mais l'ampleur de la tâche rend les choses compliquées. D'abord, parce qu'une partie d'entre elles exerce sur le secteur en toute opacité depuis des pays non coopératifs. Ensuite, parce que la multitude d'activités exercées par les SMP les rend très difficiles à classer juridiquement. Certaines, comme Geos ou Eurorisk International, sont officiellement des compagnies d'assistance spécialisées, alors qu'elles pratiquent ou ont déjà pratiqué des activités de support en environnement hostile. Quant à Cassie Corporation, c'est un simple prestataire de services informatiques. Si ces véritables armées privées, équipées et entraînées à tous les aspects tactiques et logistiques d'une guerre font si peur, pourquoi ne pas les interdire purement et simplement ? Impossible, car il se trouve que depuis le début des années 2000, et plus précisément les attentats du World Trade Center, la demande ne cesse d'augmenter en même temps que le niveau de violence s'élève sur la planète, que les catastrophes naturelles ou industrielles s'enchaînent, que les budgets de défense se réduisent ou encore que des virus se répandent. Les clients des SMP sont par exemple de grandes entreprises des secteurs miniers ou pétroliers qui ont besoin de faire sécuriser leurs installations isolées et situées en zones sensibles comme les filons d'uranium d'Areva au Niger ou les cimenteries de Lafarge au nord de la Syrie. Des institutions internationales, gouvernementales ou non, comme l'ONU
ou le Comité international de la Croix-Rouge font aussi appel à leur expertise pour appuyer le personnel soignant et gérer les urgences sanitaires. Enfin, et même s'ils se réservent toujours l'usage de la force et la défense de l'intégrité d'un territoire, les plus gros clients restent les États eux-mêmes en appui de leurs propres forces de secours. Car les avantages de faire appel au service d'une SMP, ce que l'on nomme dans le jargon politique externalisé, ne manquent pas. Cela permet d'abord d'intervenir discrètement sur des zones de tension, à l'international comme sur le territoire national. Géos France a par exemple été appelé en renfort pour préserver l'usine Ford à Blanquefort en Gironde pendant les conflits avec le personnel en 2019. Sous la couverture de la SMP, il devient possible de régler par la force parfois des problèmes pour lesquels aucune solution diplomatique n'a pu être trouvée, et ceci sans que le donneur d'ordre ne s'engage officiellement dans un conflit. En 2001, Bill Clinton n'a pas hésité lui non plus à faire appel à 6 SMP pour soutenir la guérilla contre les narcotrafiquants en Colombie, tout en limitant l'intervention des forces de l'armée régulière des États-Unis. L'une des 6 sociétés présentes, Dean Corps, perdra 2 de ses employés. Faire appel à une SMP pour externaliser une partie des activités de sécurité coûte beaucoup moins cher. Les prix peuvent être quasiment divisés par 5. Mieux vaut louer des hommes quand il y en a besoin plutôt que de les payer à l'année comme les soldats de l'armée régulière, y compris en cas d'inactivité. Déléguer les missions d'intendance et de logistique est économique, tout comme la gestion et l'entretien d'une flotte de guerre, terrestre ou aérienne, et ça les Britanniques et les Américains l'ont bien compris. Cela explique sûrement pourquoi ils dominent actuellement le secteur. Les principaux acteurs de ce marché mondial de la sûreté s'appellent EHC au Luxembourg, Wagner en Russie, Constellis ou Dean Corp aux États-Unis, Control Risks en Angleterre, Securitas en Suède ou Secopex en France. Cassie Corporation fournit et sécurise les systèmes d'information qui permettent de collecter et d'analyser un grand nombre de données qui trouvent leur application dans les domaines de la reconnaissance faciale, de la surveillance et du renseignement. En 2020, elle a réalisé plus de 5,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est 15,9% de plus qu'en 2019. Le cours de l'action a explosé en 20 ans, passant de 10 $ en 2001 à près de 266 $ en 2021. Et la progression s'accélère puisque c'est plus 174% en 5 ans seulement. Autre exemple, CAE est une compagnie canadienne qui forme des pilotes et du personnel médical partout dans le monde. En 2020, elle réalise 3,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec là aussi une progression de plus ou moins 10% par rapport à 2019. L'action prend 137% en 5 ans et après avoir subi de plein fouet l'effet Covid l'année dernière, le cours est actuellement revenu à son niveau initial et le titre reprend son ascension. Enfin, le Suédois Securitas est plus connu du grand public pour ses prestations de surveillance domestique, mais il intervient également pour sécuriser les aéroports, les hôpitaux ou les installations nucléaires. À cheval entre les États-Unis et l'Europe, qui lui assure 90% de ses missions, le reste étant réparti sur l'Amérique latine, Securitas emploie aujourd'hui près de 332 000 employés. Introduite à Stockholm en 1992, l'action réalise plus 108% de performance sur les 10 dernières années. Elle sert également un dividende moyen de 3,5% chaque année depuis 5 ans. Nous l'avons vu, ces performances sont principalement dues à l'accroissement des besoins en sécurité, surtout dans les pays émergents. En Irak, pendant la Première Guerre, on comptait sur le terrain 1 contracteur pour 100 soldats de métier. En 2003, c'est 10 contracteurs contre 100 soldats. Enfin, en 2009, plus de 100 contracteurs pour 100 soldats. Il y a actuellement 48 conflits reconnus officiellement dans le monde, dont 15 qui causent plus de 1000 morts chaque année, voire des centaines de milliers de morts comme en Somalie ou au Soudan. Il n'y en avait que 11 en 1990. Il y a également, et cela n'a échappé à personne, une pandémie mondiale et les systèmes de santé du Brésil, de l'Inde, du Liban, de l'Argentine ou de la Colombie sont totalement dépassés par les événements. Avec de telles perspectives, forcément, le secteur a de quoi attirer l'attention des investisseurs. Derrière Securitas, par exemple, se cachent des noms célèbres comme le groupe Vanguard ou la fondation Carnegie. Alors, au-delà de l'aspect éthique, est-il intéressant d'investir dans une ou plusieurs ESSD ? Nous l'avons vu, si la demande mondiale est en forte hausse, cela profite essentiellement aux Américains, aux Russes et aux Britanniques, plus coutumiers des SMP que la France, qui fait ici figure d'outsider. Mais lorsqu'elles sont cotées, c'est sur des places financières qui ne sont pas forcément toutes disponibles auprès des courtiers, comme au Canada ou en Suède. Il n'existe pas de produits dérivés et aucun indice spécifique ESSD, puisque comme nous l'avons vu, toutes ces sociétés exercent une très large palette d'activités et il est difficile de les faire rentrer dans des cases.
Néanmoins, un Cyber Security Index a été créé en 2015 et suite à l'évolution d'un panier d'acteurs spécialistes de la sécurité des systèmes d'information comme CACI International. L'indice est parti de 220 points en 2015 et aujourd'hui il dépasse les 682 points avec une performance de 45,8% sur la seule année 2021. Il existe également un jeune fonds d'investissement créé en 2016 par Pictet Asset Management, mais qui est plutôt investi dans des entreprises qui fournissent des services de sécurité au sens large, comme la surveillance domestique ou les paiements sécurisés. Il s'agit du fonds luxembourgeois Pictet Security, qui pèse actuellement un peu plus de 7 milliards d'euros. On y retrouve Johnson Controls, PayPal ou Zebra Technologies, que des entreprises étrangères et toutes détentrices de savoirs stratégiques dans leur domaine. La valeur de la part prend 33% en un an et progresse de plus de 9% depuis le début 2021. Comme les autres valeurs citées, elle ne fait que suivre le mouvement haussier qui malheureusement est parti pour durer. Car pour résumer, les SMP ou ESSD sont des entreprises vers lesquelles on se tourne surtout quand ça va mal. Dans un monde parfait, ces sociétés n'auraient pas d'avenir. Et même mieux, elles n'existeraient pas. Leur succès s'explique par un besoin grandissant et général de protection, demande à laquelle les ESSD se contentent de répondre, parfois à la place de l'État. L'omniprésence de contracteurs dans toutes les zones de tension et mathématiquement l'augmentation des débordements et des méthodes de hors-la-loi utilisées sur le terrain inquiètent les instances dirigeantes internationales qui souhaitent offrir un cadre légal à leurs activités. Pour le moment, les bonnes pratiques ne sont basées que sur le volontariat, mais les entreprises françaises, actuelles lanternes rouges sur le marché, pourraient finalement tirer leur épingle du jeu. Soumises à un cadre légal beaucoup plus strict qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, et qui les empêche d'ailleurs de décoller économiquement, elles n'en restent pas moins soumises à des règles déontologiques strictes. Et le recours trop régulier à l'externalisation des missions de sûreté et de sécurité laisse aussi craindre un délitement de nos propres armées de métier et de nos forces de sécurité. La question qui se pose est donc la suivante. Vaut-il mieux confier le monopole de la force à un État ou plutôt laisser les marchés en décider ? Vous avez 2 heures. Si vous voulez en savoir plus, nous vous avons rassemblé quelques liens intéressants que vous trouverez dans le descriptif. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner et de rejoindre notre flux Telegram pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. C'était Monia Radar, à très bientôt.